Chapitre 19. La rupture du lien. Jonah ne recula pas. Il fixait l'abîme, les yeux écarquillés, le souffle suspendu. Sa voix tremblait non de peur, mais de stupeur sacrée. Nous ne sommes pas en avance. Nous ne sommes pas en retard. Nous sommes exactement à l'heure. Ils arrivèrent sur les rives de l'Euphrate, alors que le crépuscule enveloppait la région de l'ancienne Mésopotamie, berceau des empires. L'horizon s'étirait comme une échymose rougie, rouille et braise mêlées dans le ciel. Le vent raclait le lit asséché du fleuve, charriant des cendres, de l'électricité statique et quelque chose de plus ancien, un parfum d'encens, de fer et de tonnerre oublié. Adrien descendit de l'aéroglisseur, foulant un sol fracturé. Jadis roche sédimentaire, désormais vitrifiée, durcie en une croûte de verre noir. Le paysage semblait brûler. De l'intérieur des veines de verre volcanique dessinaient des spirales sur le sol, pulsant faiblement sous la poussière. Au-dessus d'eux, les nuages tournaient lentement, comme remués par une main invisible. Le fleuve lui-même n'était plus qu'un fantôme, serpent endormi rampant au loin, lent et chargé de limon, sombre comme du pétrole renversé. Aucun poisson ne troublait la surface. Aucun oiseau ne volait dans ce ciel. Ils étaient arrivés au bout de la carte connue. Evelyn suivait de près, protégeant sa bouche du vent. Son regard se posa sur une superstructure à moitié enfouie, inclinée, en partie effondrée, voilée par des années de tempêtes de sable et de bouleversements. Des glyphes fanés luisaient sur les parois d'alliage, gravés de spirales et de cunéiformes sumériens mêlés à des superpositions numériques. « C'est ça? La porte? » demanda-t-elle. Jonah Reed acquiesça sombrement. Ce qu'il en reste. Il s'avança, craquant sur le gravier et le verre, et s'agenouilla près d'un morceau tordu d'acier sombre. Autrefois, ce lieu grouillait d'activité, liaisons satellites, amortisseurs sismiques, balises quantiques. À présent, il gémissait comme un mausolée entrouvert, le vent murmurant à travers des conduits brisés et des couloirs effondrés. C'était l'autrefois la plus profonde installation terrestre jamais construite par l'ordre de Janus, dit Jonah. Un nœud de convergence aligné avec les failles géomagnétiques et des sites sacrés antiques, mais en souterrain. Cela allait bien plus loin que ce que quiconque savait. Adrien observa les ruines. À quel point? 14 niveaux en profondeur, répondit Jonah. Et le puits descendait encore. Pas seulement dans la croûte, mais au-delà de la lithosphère, traversant une zone de fracture océanique qui n'apparaissait sur aucune carte géologique avant 2032. Daniel Lévy s'accroupit non loin, les yeux plissés. « Tu veux dire qu'ils ont creusé au-delà des plaques tectoniques? »« Ils n'ont pas creusé, » répliqua Jonah. « Ils ont ouvert. » Il se redressa, essuya la poussière de ses mains et désigna les strates mises à nu. Le projet Babel n'a jamais eu pour but d'atteindre le ciel. C'était le mensonge qu'ils ont raconté pour obtenir des financements. En réalité, ils cherchaient qu'à atteindre les profondeurs de la terre des lieux que l'Écriture dit scellés depuis longtemps. Des abîmes faits non de pierre ou d'eau, mais de temps. Des dimensions scellées, des lieux que l'Écriture n'avait jamais destinés à être touchés. Evelyn s'approcha d'un panneau tombé, en balaya le sable. Incrustée dans le métal, elle aperçut une trame neurale, un substrat d'IA vivant, conçu pour contrôler l'environnement et calibrer les interdimensions. Elle avait déjà vu ce genre de technologie. Dans ses débuts au KRF, enfouie dans des schémas rejetés d'oracles, jugés trop dangereux pour être reproduits. Sa voix était basse. Alors ils ont utilisé nos propres découvertes pour atteindre l'abîme. Jonah acquiesça. Ils ont construit une interface vers les profondeurs. Sous l'eau? Demanda Adrien. Jonah tourna les yeux vers les montagnes lointaines. L'ordre de Janus partait du principe que si le ciel était inaccessible, alors l'enfer devait être mesurable. Alors ils sont descendus, au-delà du plateau continental, au-delà de la fosse des Mariannes, plus de 11 000 mètres. Il sortit une tablette fine de son manteau et activa un holo-affichage fissuré. Une série d'anciennes prophéties défila aux côtés de relevés bathymétriques de la NOAA
et de superposition de spectrogrammes quantiques. Ils ont utilisé notre IA, une logique oracle modifiée, pour trianguler des points d'anomalie sous le plancher océanique, dit-il. Et ce qu'ils ont trouvé, ce n'était pas simplement de l'activité tectonique, c'était une résonance intelligente. Des pulsations rythmiques, enregistrées selon des intervalles numériques hébraïques. 33 secondes de silence, puis un cri, qui s'est inscrit sur toutes les fréquences à la fois. Il marqua une pause. Il n'était pas seul là-dessous. Adrien fixait les ruines. « Ah, ils ont atteint l'abîme. »« Non, » murmura Jonah. « Ils l'ont réveillé. » Evelyn releva brusquement la tête. « Tu veux dire, les enchaînés, les veilleurs ?» Jonah hocha la tête. « Das. » Le livre d'Enoch dit que les 4 meneurs de la rébellion ont été liés dans les profondeurs de la terre. L'Apocalypse dit qu'ils furent emprisonnés sous l'Euphrate, et les anciens textes annoncent qu'ils se lèveront à l'ère de la fin. Il désigna les ruines. Cet endroit était la clé de voûte, le dernier maillon. Ils ont connecté leurs expériences océaniques à ce site et y ont injecté de l'énergie via des conduits à particules stabilisés par IA. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la prophétie n'était pas symbolique. Elle était structurelle. Ils ont complété le circuit. Sous les ruines de l'Euphrate, dans la chambre souterraine, l'escalier descendait comme une spirale de béton brut, entaillée de veines métalliques et de quelque chose de plus ancien. Des racines noircies s'accrochaient au mur comme des tentacules flétris, et l'air empestait la rouille, l'ozone et une souillure indicible. Plus il descendait, plus l'atmosphère s'épaississait non de poussière, mais de mémoire. Les murs de pierre n'étaient pas seulement taillés, ils étaient gravés, encodés par le temps lui-même. Des veines luisantes pulsaient par instants sous la surface, comme du sang circulant dans les eaux de la terre. Jonah fut le premier à briser le silence lorsque le passage déboucha sur une immense salle souterraine. Sa voix était empreinte de respect, presque un souffle. « Nous y sommes. » Leurs lampes déchirèrent l'obscurité, révélant une cathédrale de pierre et de silence. La chambre semblait sans limite, peut-être 200 mètres de large, sans qu'on puisse distinguer le plafond. D'anciens piliers soutenaient la périphérie, construits en basalte noirci et parcourus de bandes brillantes semblables à des écritures électroplaquées. Des lignes de texte scintillaient. Le long des surfaces verticales, des sigils énochiques, du paléo-hébreu, et des motifs de microcircuits palpitant d'une lueur rouge profonde. Evelyn tourna lentement sur elle-même. « Ce n'est pas une ruine, c'est une fusion, » murmura-t-elle. Une architecture ancienne recouverte de nanofibres, de l'intelligence artificielle intégrée à la pierre. « Non, » corrigea doucement Jonah. « La pierre est née avec. » Adrien plissa les yeux. « Nain, ils n'ont pas apporté la technologie ici, » dit Jonah. « Ben, ils ont trouvé un lieu où les lois entre l'esprit et la matière étaient déjà instables, et ils l'ont amplifiée. » Au centre de la salle se dressaient 4 monolithes gigantesques, des piliers noirs, hauts comme des immeubles de 10 étages, positionnés aux 4 points cardinaux. Ils n'étaient pas faits de pierre, mais d'un alliage homogène qu'Adrien ni Evelyn ne purent identifier réfléchissant, mais froid, métallique, mais organique. Ils n'avaient pas été placés. Ils avaient poussé depuis la terre. Alors que le groupe s'approchait, la lumière ambiante de leurs torches faiblit, comme si la chambre elle-même absorbait toute illumination. Chacun des 4 piliers était enchaîné par des spirales certaines réelles, faites de fer ancien, d'autres entièrement composées de lumière des cordes lumineuses enroulées en boucles fractales, scintillant et saignant sur les bords, à peine visibles. Et sous chacun, des inscriptions s'enroulaient comme des serpents autour de la base des langues qui se tordaient à la lecture, résistant à toute compréhension. Jonah s'approcha du pilier nord, la main tremblante alors qu'il tendait les doigts vers les inscriptions. Dès qu'il effleura le bord, une impulsion d'énergie parcourut la surface. Des runes lumineuses s'allumèrent en anneaux successifs. Liées au croisement des fleuves, scellées par le feu,
par le code, par la parole. Les autres se retournèrent alors que les 3 sceaux restants s'illuminèrent à leur tour, chacun brillant d'une teinte différente cramoisie, or, argent et blanc bleuté. La température chuta brusquement. Leur souffle devint brume. « C'est une prison », murmura Daniel. « Une prison dimensionnelle. »« Non », répondit Jonah. « C'est pire. C'est un temple dédié à une prison. » Evelyn s'accroupit près d'une console brisée incrustée dans le sol près de l'ancrage sud. Le matériau ressemblait d'abord à de la pierre, mais sa surface était parcourue de filaments intégrés. Elle balaya la poussière, révélant un sigil d'activation qui pulsait au rythme de son propre cœur. La chambre semblait respirer. « Cela n'a pas été fait par des mains humaines, » dit-elle. « Du moins, pas uniquement. Ce système, cette chambre entière, est réactive au quantique. Ce n'est pas simplement de la pierre. » Elle écoute. Jonah se dirigea vers le centre de la pièce, où un dais était incrusté dans Soch. Et son anneau extérieur était marqué d'une ligne continue de lettres sur 3 couches hébreux, énochien pré-Babel, et une 3e langue qu'Evelyn ne reconnut pas, mais qui lui inspira une peur instinctive. Au centre, gravé dans un verre à l'éclat sombre, 4 étoiles étaient enchaînées sous un serpent qui saignait. Adrien passa sa paume sur la gravure. Le livre d'Enoch dit qu'ils furent précipités dans la terre, sous les montagnes, sous les fleuves. Astes. Et l'Apocalypse dit que les 4 anges furent liés sous l'Euphrate, ajouta Jonah. Mais ce ne sont plus des anges, dit Evelyn doucement. Le visage de Jonah s'assombrit. Ils ne sont pas simplement déchus, ils furent transformés avant le déluge. Déformés par leur rébellion, les anciens les appelaient les veilleurs. L'ordre de Janus les appelait entités paternées. Le front d'Evelyn se plissa. Paternés, ils obéissent à un code, dit-il, mais pas binaire, quelque chose de plus ancien. Ils répondent à des fréquences liées au soleil, aux lignées, aux lois spirituelles. Il tapa le sol avec le bout de sa lampe. C'est ce que le projet Babel essayait de faire traduire la prophétie en énergie. Et cet endroit était le diapason. Un grondement sourd parcourut la chambre. D'abord, cela ressemblait à un simple souffle de vent. Mais il grandit, devenu rythmique, comme le battement lent d'un cœur endormi. Les chaînes du pilier nord frémirent. De la poussière tomba du plafond. Evelyn s'agenouilla près de la structure sud. Ses doigts suivirent un motif en spirale gravé dans l'alliage mi-circuit, mi-écriture. « Ce n'est pas juste une vieille technologie, » murmura-t-elle. « C'est une architecture vivante, réactive à la fréquence. » Adrien examina la base du sceau le plus proche. Technologie Janus, fusionnée avec la prophétie. Jonah acquiesça. Ils ont combiné des circuits quantiques avec un design ancien. Pas pour contrôler le temps, mais pour le contenir. Ces sceaux n'étaient pas faits pour être brisés par la force. Ils sont liés à un moment. Une année, un mois, un jour, une heure. C'est un compte à rebours, murmura-t-il. Bas, pas vers la résurrection, vers le jugement. Evelyn sortit le parchemin de son manteau, celui qu'elle portait depuis Petra. Lorsqu'elle le déroula sous la lumière étrange de la chambre, le symbole oméga en son centre se mit à pulser. Des lignes d'écriture anciennes émergèrent sous l'encre, comme réveillées. Et lorsque le 6e ange sonnera, les 4 liés au grand fleuve seront relâchés. Amieux cassati dise. Une secousse vibra sous leurs pieds, faible, subtile, mais ce n'était pas tectonique. C'était rythmique, délibéré. Jonah pâlit. Ce n'était pas un séisme. Daniel se releva lentement, la voix tendue. Il y a quelque chose qui frappe. Les 4 se tournèrent vers le puits central, une ouverture exposée, cerclée d'un alliage fracturé et de pierres calcinées. Une lueur faible s'élevait de ses profondeurs, vacillant comme la flamme d'une torche vue à travers l'eau. Evelyn fixa l'obscurité et murmura à peine. « Qu'est-ce qu'ils ont vu, Jonah ?» avant de perdre le contact. La voix de Jonah était à peine audible.
L'un des fondateurs de Janus l'a décrit avant la coupure. Il a dit que ça ressemblait à un trône fait de feu et d'eau, entouré d'étoiles enchaînées qui hurlaient en silence. Une autre secousse, plus forte, les ruines gémirent. Une colonne s'effondra derrière eux dans un fracas de rouille et de pierres. Adrien dégaina son arme. « Il faut partir. » Jonah ne bougea pas. Il fixait l'abîme, les yeux écarquillés, le souffle court. Sa voix tremblait non de peur, mais de stupeur sacrée. Il les avait trouvés. Des sceaux autrefois cachés, désormais troublés. Cette découverte changeait tout. Soudain, une secousse éclata. Pas depuis la chambre, mais d'au-delà, vibrant d'une force harmonique, ni sismique, ni mécanique céleste. Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent. D'un, il se passe quelque chose. Là-haut. Jonah leva les yeux vers l'obscurité tourbillonnante et murmura. Le 6e ange a sonné. C'est le décret du ciel, pas le nôtre, qui brise les sceaux. Puis, d'un seul coup, les sceaux commencèrent à briller. Un par un, non en réponse à eux, mais en obéissance à un signal qu'aucun humain n'avait émis. The chamber moaned. From below the floor, something vast and metallic shifted, as if the world itself had begun to unlock. Puis, dans l'air, s'éleva un souffle sifflant. L'heure est venue. Les chaînes des 4 piliers frémirent comme en réponse à une voix lointaine, ancienne. Un son monta mélange de pierres broyées et de statique électrique. L'un des sigils se fissura, libérant une lumière aveuglante. Au-dessus d'eux, le plafond se craquela. Evelyn, Jonah, Adrian et Daniel se regroupèrent instinctivement, dos à dos, tandis que la chambre grondait tout autour d'eux. Les formes colossales s'élevèrent, ailes dentelées se déployant sous le plafond en train de s'effondrer. Pendant un battement de cœur terrifiant, les veilleurs se figèrent, puis ils chargèrent droit vers Adrian, Evelyn, Jonah et Daniel, à une vitesse impossible, déchirant l'air brisé, bouches grandes ouvertes dans un rugissement muet. Adrian se plaça instinctivement devant Evelyn, en dégainant son arme. Daniel leva son bâton. Jonah ne bougea pas, il fixait simplement la scène. Mais avant que les veilleurs ne les atteignent-ils, s'arrêtèrent, net, inexplicablement. Les figures monstrueuses planaient au-dessus d'eux, si proches que la chaleur de leur présence brûlait l'air. Un instant suspendus, ils semblèrent tumer les âmes du reste du groupe cherchant, jugeant. Puis les veilleurs pivotèrent brusquement, ailes claquant comme nez. Des coups de tonnerre. Ils s'élevèrent chacun fendant dans une direction différente. Est, ouest, nord et sud traînant derrière eux des voiles de fumée et de flammes. Alors que la chambre gémissait et s'effondrait autour d'eux, Adrian saisit Evelyn, alors qu'une colonne de pierre se fendait. Ils attendaient, dit-il dans un souffle. Ils attendaient que le monde atteigne 7 heures. Daniel tira Jonah en arrière du bord qui s'écroulait. Evelyn leva les yeux, les larmes brûlantes sur ses joues. « Ce n'est pas nous qui les avons libérés, » dit-elle, la voix brisée. « Ah, ils ont été envoyés. » Le regard de Jonah tomba sur la trappe détruite à leurs pieds. Sans un mot de plus, il se dirigea vers le puits. Adrien croisa le regard d'Evelyn, aucun mot n'était nécessaire. Ensemble, ils le suivirent. Bruxelles, capitale de la Fédération européenne, frémissait d'activité. En son cœur, la citadelle de l'unité s'élevait forteresse de verre et d'acier. Sa plus haute tour, la flèche de commandement, transperçait le ciel, couronnée d'un dôme en graphène surveillant la ville en contrebas. Des magrails néons pulsaient à travers les rues en circuit ininterrompu. Pourtant, dans la salle de contrôle, tout était figé. Le visage de Sephora apparut au centre de la plateforme de commandement, une entité façonnée de lumière et d'intelligence, issue de l'IA personnelle du souverain. Son visage, sculpté avec une symétrie parfaite et une grâce glaciale, s'inclina légèrement alors qu'un blizzard de données affluait dans le réseau. Anomalie sismique détectée près de la convergence de l'Euphrate, annonça Sephora, sa voix un écho cristallin. Signature énergétique non classifiée. Lecture dimensionnelle instable. Ses yeux argent liquides brillèrent d'une lueur plus vive. Flamme de domination. Protocole
Oméga 3, enclenché. L'ordre se propagea dans le réseau. Dans toutes les régions technocratiques, les protocoles militaires IA s'éveillèrent. Les satellites de surveillance pivotèrent. Les usines de guerre se mirent en marche. Les nœuds de défense à Tel Aviv, Berlin et Shanghai passèrent en mode rouge silencieux. Les bioscanners lancèrent des recherches en temps réel pour détecter toute activité neuronale non autorisée. Dans une forteresse de serveurs souterraines sous la Flèche, une rangée d'officiers hybrides sortit de leur transe méditative. Chacun était relié esprit et coda l'esprit de Séphora. Une voix pulsa dans leur conscience. Les liés se sont levés. Préparez l'armée de feu. Dans une grotte de l'est de la Jordanie, au sein du réseau de contrebandiers profondément enfouis dans la zone d'exclusion câblée, de technologies récupérées et d'antennes artisanales, une technicienne du reste frappa du plat de la main un clavier fissuré. Une carte thermique apparut à l'écran, palpitant de rouge au-dessus du nord de l'Irak. « Ah, tu as vu ça ?» murmura-t-elle. Un vieil homme au regard vif, la barbe brûlée par endroits à force de souder des circuits, se pencha. « 4 épicentres, dit-il. Annette, tout le long de l'Euphrate, pic d'énergie et inversion magnétique. » Elle déglutit. Le feu s'est réveillé. Ils commencèrent à s'arranger, en silence, avec efficacité. Le réseau souterrain s'était préparé à cela des prophéties gravées sur de vieilles pages, transmises en secret depuis des générations. Il était temps de disparaître à nouveau. Lors d'un sommet virtuel dans la zone dôme d'Afrique australe, des dirigeants de l'arc technocratique africain se penchèrent vers leur flux, observant tous le même relevé sismique, tremblant un relevé qui échappait à toute explication rationnelle. L'air autour d'eux scintillait de sigils d'alerte. Le premier gardien régional serait dit « Nous avons juré loyauté au souverain. Est-ce ce dont il nous avait avertis ?» Un conseiller souffla. « C'est pire. Cela ne figurait dans aucun rapport. Nous assistons à quelque chose d'avant l'homme. » Une autre voix s'éleva. « Alors nous devons jurer une loyauté plus profonde. » L'un après l'autre, ils se levèrent, leur avatar s'élevant dans la lumière, et levèrent la main vers la bannière numérique du souverain. En direct sur Global Network One, les présentateurs peinaient à garder leur calme alors que le monde basculait. Les flux d'informations dans chaque grande ville furent interrompus. Une vague de diffusion d'urgence balaya le globe. Le présentateur apparut, un jeune homme à la peau pâle, aux yeux dorés, avec l'insigne True Light faiblement gravé dans son iris. Derrière lui, la fumée montait d'images satellites de la région de l'Euphrate. « As, nous interrompons ce programme pour une annonce urgente de l'unité d'intelligence. Plus tôt aujourd'hui, un événement sismique de classification inconnue s'est produit dans la région autrefois connue sous le nom de Mésopotamie. Des sources confirment une activité anormale et une possible rupture de confinement sous des ruines antiques liées à des structures spirituelles préunités. Les images défilèrent vues satellites d'une faille fumante, des signatures thermiques se déplaçant à l'intérieur. Le présentateur poursuivit. En réponse à cet événement, les dirigeants mondiaux ont unanimement renouvelé leur allégeance au souverain. Les troupes se mobilisent. Les forces d'IA renforcent les zones extérieures et la construction du réseau de feu va être accélérée. Une bannière défilait en bas de l'écran. Anomalie confirmée. Forces régionales mobilisées. Tous les citoyens sont priés de signaler toute activité non enregistrée. Aux abords de Petra, près du désert aride, une silhouette apparut. Le flux satellite de Jonah sur la tablette de contrebande s'interrompit. Il se tourna vers Adrien et Evelyne, la voix basse. « Ben, le monde réagit. Ils savent que quelque chose d'ancien vient de se réveiller et ils vont nous en accuser. » Le regard d'Evelyne se durcit. « Hein? Alors ils vont traquer le reste. » Jonah hocha la tête, sombre, tête, et on ferait mieux de disparaître avant que la tempête de feu ne frappe. La nuit tomba sur la faille de l'Euphrate. Le sol fumait, fracturé en épines déchiquetées de roches noircies et de cendres fondues. L'air empestait la pierre brûlée. Et quelque chose de plus ancien, quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. Les veilleurs étaient partis. L'un prit la direction du nord vers Moscou.
Un autre vers l'est en direction de Pékin. Un troisième vers l'ouest vers Rome. Le quatrième regarda au sud vers le Caire, puis au-delà. Leur départ avait laissé la terre blessée. Des aurores étranges tordaient le ciel nocturne des couleurs qu'aucun œil humain n'avait vues depuis les jours anciens, avant le déluge. Le champ magnétique frissonna. Des drones tombèrent du ciel comme des insectes en flammes. Et les fragments d'une langue céleste, brisés par des millénaires d'emprisonnement, grondèrent, se répétant dans chaque langue, dans chaque cœur non scellé par Dieu. L'heure est venue. Ce n'était pas l'armée. C'étaient ces héros déchaînant ce qu'eux-mêmes ne feraient pas. Les 4 anges n'avaient qu'une mission. Libérer le feu, puis se retirer. Ce qui viendrait après serait bien pire